Bonjour à toutes et à tous, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi pour dire que les podcasts peuvent changer une vie. Moi, c'est après avoir entendu un podcast sur la ménopause que j'ai eu envie de créer chaud dedans. Et nous voilà plus de 50 épisodes plus tard. Et vous avez aussi certainement entendu parler du podcast Métamorphose créé par Anne Guéquière qui aborde tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Elle en est à 100 millions d'écoutes, donc je pense qu'on peut dire qu'elle accompagne la vie de ses auditeurs et auditrices et qu'elle est même indispensable à beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de la transformation que peu d'entre nous anticipent vraiment, la ménopause. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment elle l'a vécu. Bonjour Anne. Bonjour Claire. Je suis vraiment très contente de te recevoir. Alors d'abord, raconte-nous comment tu en es arrivée à créer ce podcast. C'était en 2018, je crois. Et c'est aujourd'hui, il faut le rappeler, le premier podcast francophone dédié au bien-être et à la santé mentale. C'est vrai. Waouh, bravo. Ça fait drôle, j'ai pas l'impression qu'on parle de moi quand on dit ça. En 2018, effectivement, j'ai l'idée. À ce moment-là, je vois que les podcasts arrivent en force. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, ça commence à se développer. C'est pas une idée qui est nouvelle, parce que ça existe depuis le début des années 2000 dans le monde. Mais il y a une sorte de vague comme ça, et instantanément, je me dis, ça va être mon format. Il y a comme une sorte de résonance très forte. Ça t'a parlé, quoi. Ça m'a parlé tout de suite. J'avais fait un peu de radio et j'avais vraiment aimé, en fait, l'intimité. Alors même si maintenant, tu vois, on est passé en vidéo, on est passé du podcast au podcast. Pour beaucoup, ouais. Pour beaucoup. Et je me dis, ces conversations qu'on a, nous, les intervieweuses, quand on est en proximité avec les gens, que j'avais pour le média que j'avais créé Féminin Bio. À l'époque, j'avais beaucoup de conversations intimes et je me disais, dans le format papier, c'est un peu plus réduit. Quand tu retranscris en fait une interview papier, t'as pas forcément la quintessence, tu vois, de ce qui s'était joué dans l'instant. Ouais. Là, on arrive ce matin, la rencontre, on a eu chaud. Toi, t'as fait du vélo. Moi, je suis arrivée à pied. Et je peux dire que ça se voit pas, mais t'as enlevé tes chaussures, même tellement on a chaud. Exactement, tellement on a chaud. Et ça, forcément, quand tu retranscris dans le papier, on n'a pas tout ce vivant-là. Ouais, on a chaud aussi pour d'autres raisons, voilà. Que connaissent bien les auditrices. Les femmes. Et donc, je me dis, voilà, tous ces gens merveilleux que j'ai interviewés dans le cadre de Féminin Bio, j'ai envie de les entendre vraiment en live. Et donc, je lance le podcast, sort en 2019. Et je vois très rapidement, c'est ce que je disais à la conférence l'autre jour où on s'est rencontrés, de Women and Podcast. On les remercie d'ailleurs de faire ça parce qu'elles sont bénévoles et c'est génial. Et je vois très rapidement, en un mois ou deux, tu vois, même en 3 semaines, que nos audiences décollent à une vitesse phénoménale. Et je me dis, il y a un besoin, en fait, d'écoute, il y a un besoin de passer des messages. Et voilà, ça commence à ce moment-là. C'était ça ta question, sur le démarrage du podcast. Et donc, tu as évoqué Féminin Bio, c'était un magazine porté sur les femmes et sur le bio, comme son nom l'indique. C'est une déclinaison, tu dirais, audio et maintenant vidéo de ce magazine, plus ou moins? Alors, pas vraiment, parce qu'à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus sur la conso green et l'écologie, tu vois, à destination des femmes qui avaient envie un peu de changer leur quotidien. On s'intéressait aussi à l'écologie intérieure, déjà, mais moins que ce que je fais avec Métamorphose. Ouais. Donc, ça a été dans la continuité, et puis ça a suivi ma propre évolution, parce que quand j'ai démarré, tu vois, Féminin Bio en 2007, moi j'avais des filles, j'ai 3 filles qui étaient petites, et donc c'est vrai que tous les sujets liés aujourd'hui à la ménopause, tu vois, qui sont aussi des sujets de notre génération de femmes, ça me passait complètement au-dessus à l'époque. Moi en fait, je m'intéressais à des petits-enfants, au postpartum, à la grossesse, tu vois. Donc, chaque âge ses préoccupations, bien sûr. J'ai regardé tes derniers épisodes, il y en a beaucoup, t'en es à combien ? Plus de 1000, non ? Plus de 1000, on est à 1200, un peu plus de 1200. Impressionnant. Et donc, on y parle en vrac de sommeil, de burn-out, de l'importance d'avoir des animaux, de cortisol, de maladies cardiovasculaires chez les femmes, de champignons microdosés. En fait, tu t'interdis aucun sujet. Non, à partir du moment où ça peut nous permettre d'aller mieux et de cheminer, en fait, je m'interdis aucun sujet, sauf les sujets politiques. C'est pas du tout mon rayon. Parce qu'on pourrait dire, ce serait bien de mettre de la conscience aussi sur ce champ-là. Sauf que c'est tellement polarisé au niveau sociétal aujourd'hui que, tu vois, puis c'est peut-être pas ce qu'on attend de Métamorphose. Je pense pas. En revanche, je pense que tous les autres sujets conduisent les gens peut-être à s'interroger. Et je pense que quand on s'interroge et que justement on chemine en conscience, ça fait pas le lit des extrêmes, tu vois. En fait, on comprend bien qu'on va vers une voie du milieu
qui évite les radicalismes de tous bords, ce que j'espère. Enfin, j'espère qu'on va advenir en tant que société, que démocratie occidentale à arriver vers ça, et on voit qu'on va pas dans cette direction. Malheureusement, non. Voilà. Donc ça reste politique, tu vois, en ce sens quand même. Oui, que ça éveille en fait à rester en dehors de ces peurs qui font le lit des radicalismes. Est-ce que parmi les nombreux sujets que tu as abordés, il y en a qui t'ont bouleversé, qui t'ont fait changer ta façon de voir les choses ? Oui, j'ai rencontré des gens qui parfois m'ont vraiment chamboulé, tu vois, intérieurement, et qui m'ont fait bouger. C'est une question qu'on me pose souvent, tu vois, quelles sont tes émissions préférées ? Ouais. Après, je trouve que c'est quand même un corpus d'émissions qui font cette biodiversité et qui font qu'on chemine, voilà. Quelqu'un comme Frédéric Lemarchand, je la cite souvent, qui est cette peintre qui a été greffée cœur-poumon et qui raconte en fait son parcours de vie avec un abandon total. Elle est très croyante, tu vois, une forme de grâce. C'est sûr que quand on rencontre des gens comme ça, on a presque l'impression de rencontrer une sainte femme, quoi, tu vois, d'une certaine manière. Donc j'ai été très touchée par ce parcours. Très touchée par cette personne-là. Et alors, tu l'as dit tout à l'heure, on s'est rencontrés lors d'une conférence où tu parlais à d'autres autrices de podcasts. Et alors, tu as parlé spontanément de ta traversée de la ménopause. Alors bien sûr, j'ai tout de suite voulu t'inviter. Tu as dit, avec la ménopause, j'ai encore plus besoin de me ressourcer. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase ? Oui, alors tu parlais en introduction de comment on traverse ça. Moi, j'étais pas du tout préparée. J'étais pas du tout préparée. Comme beaucoup, ma chère Anne, je vais te dire. Parce que, tu vois, ça fait 2 ans que je suis ménopausée, 2 ans et demi. J'ai eu une préménopause, je pense, très forte. Et je ne l'ai pas du tout identifiée comme telle. Ah bon ? Et quand j'ai entendu cette présentatrice de la BBC américaine, qui est un peu ton homologue sur la BBC, Davina McCall, qui parlait en fait de sa préménopause. Elle, ça a commencé à 42 ans, très très tôt, et ça l'a percuté de plein fouet. Elle disait, j'arrivais plus en fait à animer mes émissions, j'avais l'impression de ne plus être moi-même, et elle disait, rendez-moi l'ancien moi. Mais sauf qu'elle ne savait pas pourquoi. C'est une phrase qu'on entend très souvent. C'est ça. Et moi, je me sens plus moi-même. Je me sens plus moi-même. Je me sens plus moi-même. Tu vois, t'as reçu aussi comme moi Lisa Mosconi qui dit non, vous n'êtes pas folle. Et moi, j'avais l'impression, psychiquement, physiquement, d'être une autre. Et je comprenais pas en fait pourquoi. Et je me souviens, j'avais demandé à Christophe André, que je connais bien en dehors d'une interview, est-ce qu'on peut être plus anxieuse ou plus anxieux avec l'âge ? Et il me disait, non, normalement, si t'as pas été vraiment anxieuse avant. Il n'y a pas de raison que d'un seul coup, tu deviennes anxieuse. Il ne connaissait pas certains symptômes de la ménopause. Je m'étais dit, c'est bizarre. Voilà. Alors qu'en fait, c'était clairement ça. Tu vois, j'avais certainement des tunnels émotionnels parce que j'avais des fluctuations hormonales, mais que je n'avais pas du tout anticipé. On n'en parlait pas. Tu vois, c'était il y a... Donc en préménopause, il y a, tu vois, 4-5 ans. Non, on se rend pas compte, le tsunami qu'il y a eu sur la libération de la parole. Ça a beaucoup changé depuis 2 ans, heureusement. C'est ça, toi, tu mets le curseur à 2 ans quand tu as commencé ton podcast. Quand j'ai commencé, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi. Avant, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est qu'il n'y avait rien avec les informations que je trouvais. C'était que des informations vraiment anxiogènes. Donc je me suis dit qu'il y avait forcément une autre façon aussi d'aborder cette période. Est-ce que toi, tu vis cette période comme ta propre métamorphose, pour reprendre... Oui, je le vis vraiment comme une métamorphose, avec cette vision que j'avais, comme je te disais, de je vais être ménopausée, je vais peut-être être un peu ennuyée pendant, tu vois, quelques mois, et puis ensuite, tout reviendra comme avant. Et j'ai découvert que non, en fait, il s'agit vraiment d'un cycle très particulier qui demande, en tout cas moi, qui me demande une adaptation très importante, une réflexion aussi sur moi-même. Je me sens très différente. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi, des choses que j'apprécie énormément, voilà, qui émergent. Une partie de moi où j'ai presque l'impression, justement, d'être peut-être plus moi-même que je ne l'étais. Tu vois, quand on dit « rendez-moi l'ancien moi », oui et non, peut-être dans la force physique, dans la musculation, c'est vrai que je préférais l'ancien moi. Et encore, t'as vu, il n'est jamais trop tard pour faire de la muscu, c'était l'objet de l'épisode précédent. C'est vrai. Mais bon. Non, c'est sûr. Mais, mais par contre, il y a ton nouveau moi, c'est quelque chose que tu as accepté et que tu apprécies aujourd'hui ? Alors, est-ce que je l'ai complètement accepté, intégré ? Je pense que c'est encore en cours. Parce que forcément, c'est une autre rencontre avec moi-même, avec soi, et donc je pense que ça va mettre du temps. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose de plus
de plus puissant, de plus solide, qui dépend moins du regard des autres. Bon, ça, tu dois l'entendre assez souvent. Même je ressens moi-même. Toi, tu le ressens, une forme de sagesse où, en fait, que je m'en fiche un peu, en fait, de ce qu'on pense. Il y a une partie de la séduction un peu instinctive qui est beaucoup moins là chez moi. Naturellement, en fait. C'est pas que je cherchais à séduire qui que ce soit. Mais je vois bien que... Et tout ça... C'est à la fois super, mais en même temps, je pense maintenant qu'il y a un côté un peu embarrassant, en fait, de tous ces mécanismes qui disparaît et qui est bon, en fait, à accueillir. Et puis on se fiche davantage la paix, c'est un peu ce que tu dis, quoi. Oui. On est moins là, effectivement, se préoccuper du regard des autres, qu'est-ce qu'on va penser, etc. On est plus centré sur soi, alors quand on le peut, hein. Oui. Moi, c'est ce que je trouve. Mais... Plus centré sur soi, mais sur ses besoins, quoi. Oui, et à la fois moins centré sur soi. C'est-à-dire que je décolle, en fait, de l'intérêt de moi-même pour aller vraiment vers autre chose. Et en même temps, je me sens plus dans ma vérité. Donc, centré sur soi dans ce sens, mais peut-être moins de manière narcissique. D'être centré sur soi, tu vois. Donc, il y a vraiment ce pas de côté. Il y a une absence aussi à soi qui fait que ma personne m'intéresse moins. J'ai envie d'offrir aussi qui je suis pour le monde, tu vois. Et donc ça, c'est bon, je trouve, dans ce passage. Mais c'est une vraie métamorphose, et c'est une vraie métamorphose à conscientiser, même si parfois on pourrait avoir la tentation de passer à côté pour faire comme s'il se passait rien et d'être comme avant. T'as raison. Dans une forme de déni. Il y a des femmes qui disent moi, ça me concerne pas, en fait, qui sont un peu en déni. En fin de compte. Je pense. Moi, je ressens ça chez beaucoup de personnes en disant non, moi, tout va bien. Et ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que c'est aussi une occasion à nouveau, peut-être comme à l'adolescence, le postpartum, les grossesses, d'aller regarder ce qui se passe en soi et puis de vivre pleinement ce cycle, même si ça vient nous chercher, parce que c'est pas toujours facile, je trouve, de le vivre. Parce que ça veut dire qu'on vieillit. Tout simplement. Oui, mais il y a aussi ces symptômes physiques. Et puis quand on a eu l'habitude de conduire une voiture en appuyant toujours de la même manière sur l'accélérateur ou le frein, là on voit que c'est plus du tout les mêmes pédales. J'aime bien l'image. Et donc on se dit, tiens, il faut que je retrouve des nouvelles pédales. Et en même temps, on trouve des nouvelles ressources. Et c'est chouette parce que ça permet d'aller... encore plus loin. On a parlé de ça très longuement hier dans Métamorphose avec Juliette Binoche qui sort un film assez extraordinaire qui s'appelle En nous, où elle est allée chercher dans ses limites physiques, dans ses ressources intérieures. Elle s'est mise à danser alors qu'elle n'avait jamais dansé. Avec le titre est beau déjà. En nous, on imagine, ça veut dire toute la force qu'on peut avoir en nous. Ouais. Et ça a fait écho, on n'a pas du tout parlé de ménopause, mais quand j'ai vu son film, ça faisait écho avec nos traversées comme ça intérieures. C'est difficile pour les actrices. Encore aujourd'hui, tu vois, tu dis que la parole s'est libérée, mais par exemple, s'il y a bien un métier où c'est compliqué de parler de ça, du vieillissement, de la ménopause, c'est des actrices. Il y en a qui le font quand même. Quelques-unes, c'est vrai. On peut peut-être les citer d'ailleurs. Toi, tu les reçois ou tu en as rencontré? Oui, j'en ai rencontré. Alors, qui est-ce qui me vient en tête, là, comme ça, qui en parle? Agnès Jaoui en parle. Alors après, c'est des femmes comme Flavie Flament qui en parlent. Maïté Nabé-Rabin. Mais même les actrices, je trouve que ça reste quand même compliqué pour elles. Elles sont toujours, quoi qu'il arrive, dans la séduction. C'est vraiment un métier où il faut continuer à plaire jusqu'à la fin, quoi. Et alors, tu disais que tu étais anxieuse, c'est ça? C'était une des manifestations que tu as ressenties. Tu sais qu'on peut éprouver aussi du brouillard mental, de la tristesse, même franchement de la déprime ou des phases de perte de confiance en soi. Est-ce que tu as ressenti ça, toi? Alors moi, ça s'est mélangé en fait avec, je pense, un Covid long. Ah, en plus. Et j'ai regardé, j'ai fait des recherches sur des études, il faudrait confirmer s'il y en a d'autres maintenant, mais il y avait des corrélations entre le Covid long et les symptômes de préménopause et ménopause. Et moi, c'est tombé en même temps. Donc ça a fait un espèce de tableau clinique, si tu veux, très mélangé, où le brouillard mental était lié, je pense, aux fluctuations hormonales, mais on sait que le Covid, la Covid, elle vient faire un peu le ménage sur des zones déjà un peu faibles qu'on peut avoir. Le virus, quand il se balade... Il vient appuyer sur des zones... Oui, exactement. Et donc, là, j'étais en pleine fluctuation hormonale, et
commence à aggraver en fait la situation. Je sais pas, je pourrais jamais dire, tu vois, à moins que peut-être dans quelques années, on ait vraiment des choses claires là-dessus. Aujourd'hui, il y a à la fois encore tellement de recherches sur la ménopause et tellement de recherches sur les symptômes du Covid, de la Covid, que ça se mélange. Mais moi, j'ai eu vraiment beaucoup de brouillard mental à tel point et de perte de mémoire que je trouvais un peu inquiétante. Ah bah bien sûr. Fait, c'était tu te dis, je fais de la sénilité précoce, en fait. Hein, enfin, c'était pas gravissime, mais tu vois, ce truc que j'ai encore maintenant, hein, parfois je cherche le nom d'une actrice, d'un acteur, tu vois, même pendant les interviews, je sais pas si c'est exactement ce qui vient de m'arriver. Ah oui, pas réussi à sortir. Ah oui, en plus, moi je te pose la question, la copine sympa, tu sais. Ah non. Alors, voilà. Fais-moi la liste. Et moi, j'en avais pas, tu vois, qui me venait comme ça en tête non plus. Oui. Bon. Alors, je pense qu'on les a entendus. Oui, bien sûr. Non, mais ça fait partie, effectivement, des symptômes, le brouillard mental. Mais il y a aussi une part de la fatigue. Là, il fait très chaud. Ouais. Quand tu vieillis, tu as du mal aussi à te souvenir. On a souvent du mal à faire la part des choses, en fait. C'est ça qui est embêtant avec la ménopause. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça ? D'être moins intelligente aussi. Toi, tu as eu ce sentiment-là ? D'être moins, tu vois, vive. Comme ça. Vive. Sharp. Ouais, moi aussi, j'ai eu ce sentiment-là. Mais ça va mieux. Oui, c'est-à-dire moi que aussi, ça va mieux. Moi aussi, je suis ménopausée depuis 1 an et demi. Oui. Et ça va mieux. Je trouve que c'était vraiment la périménopause, dans la période avant, où c'était vraiment compliqué. Alors donc, tu disais dans cette conférence, c'était le début de mon questionnement sur la ménopause, tu as dit « j'ai encore plus besoin de me ressourcer ». Oui. Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer ? Alors, je vis dans la nature en Suisse et donc pour moi, c'est vraiment indispensable. Je vois bien que je pourrais pas vraiment revenir vivre en ville. Tu vois, je vis 1 semaine par mois à Paris, mais ce serait compliqué de vivre à plein temps. Et donc la nature, quand même, me ressource énormément. Et j'ai observé que souvent l'été, je prends un bon mois de vacances. Tu vois, on enregistre des émissions en avance et puis comme ça, je fais vraiment un gros break. Et j'avais remarqué que quand j'avais beaucoup moins de stress, que j'étais pas devant un ordinateur, que je faisais beaucoup plus de sport, les symptômes diminuaient presque de 80 ou 90%. Ça m'étonne pas. J'avais plus de bouffées de chaleur parce que j'étais moins d'angoisse. Et en fait, on s'aperçoit aussi que c'est un espèce de cercle vicieux. Dès qu'on dort moins bien, qu'on est moins dans une activité physique, qu'on est plus sédentaire, moins dans la nature, les symptômes reviennent, en tout cas chez moi, ça revenait beaucoup plus. Ouais, dès que tu es soumis à un peu de stress, en fait. C'est ça. Je pense que c'est ça. Et puis, j'étais beaucoup dans l'eau, dans la mer. Ouais. Et je pense que cet élément, je ne sais pas de quelle manière, tu vois, s'il y a des travaux de recherche là-dessus, mais moi, je me ressourçais, en tout cas, je me ressource énormément en nageant. Et si tu devais conseiller une chose concrète à une femme qui débute sa périménopause, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais déjà de l'anticiper sans vraiment avoir peur, mais d'en avoir conscience. C'est vrai que si on prépare bien son corps à cette période-là, moi, ce que j'ai pas fait, alors j'étais très naturellement sportive, donc je l'ai préparé, mais tu vois, tu parlais de la musculation, je pense que j'aurais fait plus de muscu, peut-être un peu moins de cardio. Tu vois, à 45 ans, l'année de mes 45 ans, j'ai fait un jeûne long, j'ai couru 2 marathons. Ah wow. Et je pense que ça a mis mon corps un peu en souffrance. En stress, alors qu'il était déjà en train d'essayer de gérer le stress de la périménopause ou de la préménopause. Et je l'aurais pas forcément pris ce virage. Alors après, j'ai aucun regret. Et tu vois, après, c'est facile de refaire le film une fois que t'es passé par là. Mais j'aurais fait probablement plus de muscu, je me serais organisée peut-être un peu autrement pour gérer ma vie, voilà. Donc, et puis le contact avec la nature, je crois qu'on se régénère vraiment avec ces écosystèmes. J'aurais peut-être considéré le traitement hormonal de la ménopause, que je prends maintenant, depuis 6 mois, je l'aurais peut-être considéré en préménopause. Ouais. Sauf que tous les médecins ne sont pas d'accord sur le fait de le donner en périménopause. Ça dépend des symptômes. Ça dépend des symptômes. On entend un peu les deux quand même. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais quoi comme sport ? T'as arrêté de faire des marathons alors ? Je fais toujours beaucoup de courses à pied, je fais du vélo et je nage. Et puis après, des activités de bien-être. Moi, je pratique un art corporel qui s'appelle le Wu Tao. Je suis enseignante de Wu Tao. Je n'enseigne pas, mais je suis formée. T'as le temps avec déjà toutes tes autres activités ? De le pratiquer, mais pas de l'enseigner. Ah oui, d'accord. Non, j'enseigne pas. Ouais. Du yoga, voilà. Donc j'essaye de faire tourner en fonction de la saison entre ces différentes activités. Tu vois, l'hiver,
Je nage assez peu, alors que l'été, je nage en mer, dans le lac Léman aussi. La chance. C'est vrai que le terrain de jeu, il est quand même génial. Ouais. Alors, la santé des femmes, c'est aussi, Anne, une de tes causes les plus chères. Où se situent, selon toi, les progrès à faire dans la prise en charge, justement, de la santé des femmes? Parce qu'on sait que parfois, on est un peu la cinquième roue du carrosse, que cette santé des femmes, elle est négligée. Il y a de très grandes études qui sont en cours en ce moment dans le monde sur la santé des femmes, mais qui ne vont pas voir le jour avant quand même quelques années, dont on aura les résultats. Donc nous, on va peut-être pas en bénéficier directement, mais je me dis que pour les générations suivantes, moi je vois mes 3 filles qui ont dans la vingtaine, c'est incroyable comme elles sont déjà éduquées au sujet. Là où à 20 ans, moi j'ai jamais parlé ménopause avec maman et qui n'avait pas tellement de tabou. Donc c'était même pas une histoire de... C'est juste qu'en fait c'était pas un sujet, quoi. C'est fou comme nos mères nous en ont pas du tout parlé. Non. C'était pas un sujet, t'as raison. Elles étaient pas habituées à parler de leur intimité en fait. Et là j'ai parlé de la ménopause à maman régulièrement et elle me dit je me souviens plus trop. Elle avait on lui avait retiré l'utérus assez jeune, donc elle ne sait pas à quel âge elle aurait été ménopausée. Elle me dit ah oui mais t'as raison, j'ai dû prendre un petit traitement hormonal, ça me revient maintenant. Alors qu'elle me disait non, j'ai pas de souvenir de symptômes. Et finalement, après, elle se dit si, j'avais pris un traitement hormonal. Donc, c'est qu'elle avait quand même des symptômes si son médecin lui avait donné un traitement hormonal. C'est le cas pour ma mère aussi. Ma mère, on lui a enlevé l'utérus, mais parce que tu sais, on appelait ça la totale. On faisait ça beaucoup. C'est ça. Quand même, dans elle avait quel âge, ta maman ? À peine 50. Donc, elle n'a pas eu de ménopause naturelle, entre guillemets. C'est ça, c'est comme une maman. Ménopause provoquée. Donc, elle a été sous traitement. Elle m'a dit, je me sentais très bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Elle se souvenait de ça. Elle se souvenait très bien, parce que l'opération, c'était pas anodin. Mais c'est fou comme dans cette génération-là, on leur a enlevé l'utérus, parfois de manière préventive ou parce qu'il y avait un petit kyste. Voilà, je pense qu'on fait moins volontiers aujourd'hui. Enfin, c'était plutôt chez maman, je crois que c'était faudrait que je redemande une descente plutôt début de descente d'organes. Ah, ok, d'accord. Mais donc c'est vrai qu'elle nous en parlait pas. Pardon, je t'ai interrompu. Mais non. Et donc on parlait de la santé des femmes. Non, on parlait de la santé des femmes en disant, je disais comme mes filles, en fait, voilà. Donc je pense que cette génération-là. Là, ma fille qui fait ma fille aînée, sa dernière année de bachelor l'année prochaine, elle va faire sa thèse de fin d'études sur la santé des femmes. Ah, génial. Tu vois, donc je me dis, en fait, la relève. Alors, c'est ça. Elle a 22 ans, on a plus de 50, enfin, je sais pas quel âge tu as, Clarisse. 51, et toi? Non, qu'est-ce que je dis, moi, 53? Allez, moi aussi, j'ai 51, j'ai 54. Ok. Voilà, donc on est vraiment de la même génération. Donc, je vois à quel point les choses bougent. Après, au niveau des pouvoirs publics, moi, je vis en Suisse, je ne sais pas comment ça bouge véritablement en France. J'ai vu que là, ils avaient envoyé un mail en disant c'est important, la santé des femmes. Ouais, il y a une ministre qui est quand même... Voilà. Stéphanie Ries, tu sais, qui est à l'origine d'un rapport sur la ménopause, un rapport parlementaire. Donc, elle est au fait de ces choses-là. Donc, ça, là, c'est en train de bouger à une vitesse phénoménale. Et en même temps, on en parle beaucoup, mais je ne suis pas sûre qu'on ait encore cette conscience à quel point c'est pas forcément un sujet, comme le dit très bien Lisa Mosconi, du bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup traité par les gynécos, alors qu'on peut se poser la question de la formation des généralistes sur le sujet, des endocrinos, des neuroscientifiques, en fait, des neurologues, parce que ça percute tellement aussi le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et puis, la question des hormones, pour moi, elle reste quand même en suspens. C'est-à-dire que, je fais un traitement, on commence un traitement hormonal, mais ça veut dire quoi sur les 30 ou 40 ans qui viennent ? Ça veut dire que quand je vais arrêter mon traitement hormonal, la ménopause, en fait, je la décale, et elle va se déclencher à ce moment-là. Moi, j'ai posé la question à beaucoup de professionnels de santé. Je trouve que leur réponse reste encore très floue, c'est flou, t'as raison. Sur le sujet. Et j'ai des amis médecins qui me disent moi je vois des femmes qui ont arrêté un traitement hormonal 10 ans, 15 ans plus tard et elles ont les bouffées de chaleur qui sont revenues. Avec si tu supplémentes plus en hormones sexuelles, effectivement, c'est possible que ça arrive. On voit bien comme le corps, et c'est une question aussi de récepteurs, on sait les hormones, comme le corps, quand il a plus ses hormones, il vit quand même une souffrance. Alors pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de femmes, sans ces hormones-là,
il est quand même en souffrance. Mais je pense que néanmoins, c'est le crash d'hormones au moment de la périménopause qui est le plus difficile à vivre. Et après, ton corps s'adapte. Moi, c'est ce que j'ai évoqué avec pas mal d'invités, y compris des femmes qui ne prennent pas de traitement et qui disent, donc qui sont des témoins de ce qui se passe quand on ne prend pas de traitement. Elles disent que le corps s'adapte, le corps change. Tu sais, Lisa Mosconi, dont tu parles, qui est spécialiste du cerveau, elle dit aussi le cerveau, il se rebranche, il se reconnecte de façon différente. Le corps s'adapte. C'est ça qui est merveilleux avec le corps féminin. Jusqu'à quel point, c'est là où ça reste flou pour moi. Est-ce qu'il s'adapte pour des femmes qui, de toute façon, ne ressentaient pas le besoin de prendre le traitement parce que ça se passait relativement bien? Est-ce que pour les femmes qui ont pris le traitement parce qu'elles étaient quand même en très grande souffrance, on parle d'une quarantaine de symptômes de la ménopause et à un moment donné... On les a pas tous, heureusement. Non, on les a pas tous, heureusement. Et c'est déjà pas simple, t'imagines? Mais non, une quarantaine de symptômes, pas tous ensemble, mais qu'on peut cocher. Donc c'est important de savoir lesquels on a. Et pour ces femmes-là, qui étaient en grande souffrance, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai aussi croisé beaucoup de médecins spécialistes de la ménopause qui disent, moi, j'ai des patientes qui ont 80 ans, elles prennent encore le traitement, ça a changé leur vie au niveau de la libido, elles sont pleines balles, elles ont l'impression d'avoir gagné 10 ans d'énergie, de force, d'appétit de vie. Mais t'as raison, on n'a pas encore suffisamment d'études en fait pour savoir si on peut le prendre effectivement sur cette durée-là jusqu'à 80 ans. Alors dans tes podcasts, ce que j'aime bien, c'est que tu t'attaques aussi à un certain nombre d'idées reçues. Par exemple, récemment, tu as parlé du cortisol, l'hormone du stress qui est accusée de tous les maux sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est la mode, notamment pour ce qui concerne les femmes de plus de 45 ans. On dit par exemple sur les réseaux que c'est à cause du cortisol qu'on grossit, etc., qu'on grossit notamment autour du ventre. Mais toi, avec ton invité, tu disais attention parce que c'est aussi une hormone qui nous aide à fonctionner. Enfin, le stress, le cortisol, il est là, c'est pas pour rien. Il n'est pas inutile. Bien sûr, c'est ce qu'elle dit, et donc c'est pour ça qu'elle a aussi écrit cet ouvrage. Je ne veux pas m'exprimer à sa place, mais elle dit que le cortisol est une réponse au stress. Donc au lieu de s'attaquer à cette hormone, sans cortisol, on meurt. En fait, elle est... comme beaucoup d'hormones. Si elle est là, c'est qu'elle sert à quelque chose. Après. Voilà, donc elle est vraiment là pour une fonction précise. Les gens qui ont des pathologies du cortisol, que ce soit en excès ou en manque, c'est extrêmement rare, c'est relativement rare. Et tout le reste des personnes, on a un cortisol qui réagit juste à notre mode de vie. Donc la question, c'est en amont. Qu'est-ce que je fais avec mon stress? En fait, c'est ça. Pourquoi je me retrouve dans une situation où je me mets en situation presque de stress de survie en permanence, alors qu'on n'est pas en train d'être en mode survie en ce moment. Donc elle remet quand même les choses au milieu en disant ça fait les choux gras de beaucoup d'influenceurs, et que oui, parce qu'ils proposent aussi pour certains des compléments alimentaires. Exactement. Il y a un petit business derrière aussi. Et que vraiment agir sur le stress avec des moyens, je dirais en regardant son mode de vie, c'est ce qu'on peut faire de mieux en réalité, plutôt que d'aller prendre des trucs un peu bizarres pour gérer son cortisol. Donc je trouve que c'est bien. C'est vraiment, c'est une neuroscientifique, elle est chercheuse, elle est médecin, donc c'est des gens qui rétablissent en fait aussi des vérités. Je trouve que c'est important. Oui, mais complètement. Alors, quand tu étais éditrice chez Erol, tu as publié un livre qui s'appelle « La naturopathie au féminin ». Qu'est-ce que tu t'appliques à toi-même pour traverser au mieux cette période, ce changement d'âge? Alors, c'est vrai que je fais très attention aux oméga, tu vois, par exemple. Et j'ai vu vraiment une différence avec une alimentation riche en oméga. Donc, je mange beaucoup de sardines, de maquereaux. Voilà, des petits pescado azul, comme disent les Espagnols, des petits poissons bleus. Je suis très réceptive au tryptophane, par exemple, que je prends le soir. Qu'est-ce que c'est? Les tryptophanes, c'est vraiment des précurseurs, je crois, de la sérotonine. Et donc, c'est apaisant, tu vois. Donc, le soir, on peut le trouver sous forme de griffonia, par exemple, cette plante. OK. Et je sens que j'ai un bien meilleur sommeil quand j'en prends. Je ne sais pas quelles sont les contre-indications. Donc, à chacun, après, de bien regarder. Le magnésium, je sens que j'ai un besoin énorme de magnésium, alors qu'avant, je n'en ressentais pas forcément le besoin. Donc, je prends des doses de magnésium assez importantes. Ça me fait beaucoup de bien sur, pareil, le sommeil, mais même sur toute la journée, tu vois. Voilà. Et j'aime beaucoup la molécule qui s'appelle la L-théanine, qu'on peut trouver notamment, soit on peut se supplémenter. Dans le thé, le gyokuro. Notamment dans le matcha, il y en a beaucoup. Le matcha et le gyokuro, c'est des sortes de thé, effectivement. Et il y a un effet à la fois très stimulant et très relaxant. Tu vois, là où la caféine a un effet stimulant et pas relaxant, la L-théanine, je trouve qu'il y a vraiment cet effet-là où t'es focus, t'es bien.
Est-ce que tu dirais, Anne, que tu as des maîtres ou des maîtresses à penser? Ça, c'est marrant, on ne dit pas maîtresse à penser. Si, c'est bien, maîtresse à penser. Allez, on va dire ça. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des invités que tu avais marqués. Est-ce que dans ta vie, il y a des gens qui t'ont mis sur le chemin de où tu es aujourd'hui? Je pense mes parents, j'ai hérité... Voilà, je suis tombée, je me suis incarnée dans une famille avec des parents qui sont vraiment très, très chouettes. Et j'ai une maman qui est très intellectuelle, très tournée vers l'art, la spiritualité, la philosophie. Donc, je pense que j'ai hérité ça d'elle. Et puis, un père qui est très entrepreneur, très dynamique et qui s'intéressait aussi quand même. Mes parents avaient un mode de vie très naturel, avec une alimentation saine. Et je pense que, tu vois, tout ce qu'on retrouve dans Métamorphose est quand même aussi un héritage parental très fort de leur mode de vie. Donc, je dirais qu'ils restent quand même aujourd'hui des rôles modèles pour moi. Est-ce que tu as des podcasts que tu recommandes? Des podcasts que tu écoutes régulièrement? Enfin, si tu as le temps, parce que tu es très occupée avec le tien, tu n'as pas le temps. J'en écoute pas, très peu. Ah ouais. J'écoute, c'est curieux. Le mien. Dorénavant. Dorénavant le tien. Non, mais c'est vrai celui que... Celui de Lisa Mosconian ou celui peut-être où tes invités sont interrogés. Tu écoutes avant ou non? Non, avant, je les réécoutais pas mal pour essayer de corriger des choses. J'écoute les podcasts que je produis parce qu'on produit aussi d'autres émissions. Ouais. Donc, par respect aussi pour les hosts qui travaillent dans mon équipe, j'écoute leurs émissions. Et je leur fais des retours et tout ça. Les miens, parfois, ça m'arrive de réécouter une émission très ancienne, mais plus pour me nourrir, plus que pour corriger quelque chose en disant j'avais tellement adoré. Mais sinon, j'ai vraiment pas le temps. Ouais, je me doute. J'ai pas le temps. Ouais. J'écoute des émissions de radio, de temps en temps, sur d'autres thématiques. J'écoute La Grande Librairie, par exemple, souvent en replay, en podcast. Parce que j'adore la littérature, les écrivains, mais j'ai vraiment pas le temps. Quoi. Je comprends, c'est un peu notre problème à toutes. C'est un peu un problème. On produit quasiment 5 heures d'émissions par semaine. Ouais. C'est beaucoup. Donc j'imagine le boulot. Parce que moi, déjà, tous les 15 jours, je vois le boulot que c'est. Mais bon, toi, t'es aussi en télévision, tu vois aussi le boulot que c'est. Je fais un petit peu d'autres trucs, puis j'ai 2 ados, j'ai un chien, enfin bon, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Anne, pour cet échange passionnant, c'était génial. Ça fait quoi d'être de l'autre côté du micro? C'est sympa. C'est sympa aussi. C'est toujours sympa, on a l'impression d'être 2 copines qui discutent là de nos... Puis on est enfermés dans notre petit studio, c'est magique. C'est la magie du podcast. Ouais. Alors on retrouve Métamorphose sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube également, et puis sur ton site internet. Alors YouTube et la vidéo, c'est aussi la nouveauté de ces dernières semaines pour Chaud Dedans. Voilà, le podcast est disponible, vous pouvez aller le regarder. Merci beaucoup aux équipes de Binge Audio et Urbania, Paul Berthiaud, Octave Brottier et Juliette Livartowski pour la production et la réalisation de cet épisode. Et bien sûr, prenez soin de vous.